Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'être présents à cette table ronde intitulée « Les centres financiers, hauts lieux de culture et de mécénat ». Nous avons un peu moins d'une heure pour comprendre l'importance des centres financiers pour soutenir la culture. On se demandera bien sûr pourquoi ces centres financiers sont si importants pour soutenir la culture, mais surtout, comment le font-ils ? Vous retrouverez ensuite François Villeroy de Galhau pour le déjeuner, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de temps réservé aux questions et réponses. Durant cette table ronde, nous sommes accompagnés de 4 intervenants. Je vais commencer par ma gauche. Arnaud Thorette, musicien, altiste, directeur artistique de l'ensemble Contraste. Ensuite, Vanessa Holt, CEO de Bank of America, Securities Europe et France Country Executive. Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas. Et Caroline Guillaumin, qui est directrice exécutive de la communication et de mécénat d'Orange. Tout de suite, l'honneur est à Isabelle Giordano pour cette première question que j'ai à vous poser, parce que donc, vous êtes directrice de la fondation de BNP Paribas. Est-ce que tout d'abord, passer par une fondation quand on est une entreprise, c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur la société ? Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen, mais en tout cas, c'est un moyen efficace, impactant. Je voudrais redire mon plaisir d'être ici, entourée de femmes, parce que je crois que j'ai vu beaucoup d'hommes intervenir dans tous les panels. Donc je salue aussi notre amie qui se retrouve en minorité. Mais surtout, je suis heureuse d'être ici pour parler de messages, surtout dans le contexte d'actualité un peu tragique que nous connaissons en ce moment, avec la situation sociale dans les quartiers. Je suis heureuse de porter un message que j'espère optimiste et porteur d'espoir. Oui, il y a une crise sociale, climatique, démocratique, mais oui, nous pouvons faire beaucoup. Et comment est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons agir grâce aux fondations, grâce au mécénat, qui est un véritable levier. On ne l'envisage pas toujours comme un moyen d'action de transformation de la société et de réussir la transition. Mais je pense aussi que nous pouvons agir et réussir quand nous sommes ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc merci d'avoir accueilli des acteurs de la culture et du mécénat dans un endroit où on parle beaucoup de finances et d'argent. Je crois beaucoup aux nouvelles alliances, aux coalitions, entreprises, fondations, associations, secteur privé, pouvoir public et bien sûr les citoyens et les ONG. Donc en fait, en un mot, si je dois répondre très brièvement à votre question, je pense qu'effectivement, avec une fondation, on peut transformer la société. Très rapidement, j'ai la chance et je suis fière de diriger le mécénat chez BNP Paribas parce que c'est la première banque européenne, donc une des premières philanthropies aussi en Europe qui permet à hauteur de pratiquement aujourd'hui 100 millions d'euros d'agir concrètement dans tous les pays du monde, prioritairement sur des actions de solidarité qui sont dirigées vers les jeunes, notamment la jeunesse défavorisée, vers les femmes et vers les réfugiés. Nous pouvons aussi agir pour la biodiversité et le climat et pour le mécénat culturel, que l'on envisage toujours comme un mécénat extrêmement engagé. Mais très rapidement, j'ai essayé de vous brosser ces manières d'agir sans vouloir donner trop de chiffres. C'est quand même, si je prends un ou deux exemples, notamment un lieu symbolique à Paris auquel nous sommes associés depuis le départ, il y a 4 ans, BNP Paribas a décidé de créer un QG de l'égalité des chances pour aider la jeunesse, ça s'appelle l'Ascenseur, et c'est 400 000 jeunes chaque année qui sont aidés. Si je parle des femmes victimes de violences, là aussi, plusieurs centaines de milliers de femmes qui peuvent être aidées, pas seulement en France, mais dans d'autres pays d'Europe. Si je parle du changement climatique, je pourrais vous citer effectivement un prix que nous avons, un appel d'offres que nous avons lancé il y a plus de 10 ans pour aider des chercheurs, 6 millions d'euros tous les 3 ans pour aider la recherche publique, là encore au niveau européen. Donc voilà différents moyens d'agir, d'améliorer la vie au quotidien des jeunes, des femmes, des réfugiés, des chercheurs et des artistes. Mais justement, sur le site de la Fondation Paribas, vous expliquez qu'il y a 2 grands axes d'action, innovation, jeunesse. Pourquoi avoir choisi ces 2 grands axes et surtout comment choisir ces combats ?
Parce que la jeunesse, pour moi, c'est le levier, et je pense aussi pour tous ceux qui ont eu, il y a 40 ans, l'idée d'inventer et de créer le mécénat chez BNP Paribas. Il faut parier sur les générations futures, et encore plus depuis le Covid et depuis ces dernières années, où on voit bien que ce sont eux qui, avec une forme de radicalité parfois un petit peu audacieuse ou trop audacieuse et qui peut déranger, je le comprends, mais en tout cas, ils nous montrent bien le chemin de ce monde d'après que nous cherchons tous à créer. Donc la jeunesse, parions sur eux et construisons pour eux et avec eux. Et comment être sûr d'avoir de l'impact? Comment, quand on est à la tête, comme nous tous, de fondations, comment être sûr que chaque euro est utilisé à bon escient? Comment être sûr que ce que nous faisons est vraiment utile? Qu'on va vraiment, si on prend un immeuble voisin, on se dit, il y a des femmes battues, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de femmes battues dans un an. Comment est-ce qu'on est sûr de ça? Eh bien, il faut parier sur l'innovation sociale, sur les associations qui ont le plus d'impact, c'est-à-dire ce sont celles qui ont la pratique de l'innovation sociale. Et il faut aussi se donner le courage d'échouer. C'est la force du mécénat de se dire que parfois ça ne marche pas. Nous faisons ce que ne peuvent pas faire nos collègues dans le reste de l'entreprise. Mais en même temps, j'ai envie de dire que la philanthropie, c'est aussi la prise de risque. Donc c'est ça l'innovation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple assez précis d'une action que vous avez menée au sein de la Fondation ? Il y en a plusieurs, je les ai cités, j'ai parlé de ce que nous faisons pour la recherche. Je pourrais vous dire aussi que nous débloquons chaque année plus de 2,5 millions d'euros pour le mécénat culturel, pour des artistes. Mais j'ai envie d'insister, puisque c'est l'actualité, j'ai envie d'insister pour ce que nous faisons pour l'égalité des chances, pour faire en sorte que chaque personne ait sa chance aujourd'hui. Donc c'est effectivement des programmes comme par exemple Projet Banlieue, qui est un programme qui est mené dans des quartiers pour favoriser l'essor d'associations de proximité qui œuvrent pour le vivre ensemble. Ce ne sont pas des mots vains, ce ne sont pas des mots creux. Et je pense qu'aujourd'hui, parler d'égalité des chances, c'est-à-dire faire vivre notre devise républicaine à travers une fondation, on n'est pas les seuls à le faire, bien sûr. Mais on met énormément d'argent pour faire en sorte que ça existe, avec aujourd'hui plus de 900 000 bénéficiaires aidés, plus de 1000 associations aidées, et effectivement des montants très conséquents. Je l'ai dit, c'est une des premières banques, donc ça nous oblige, et c'est une forme de responsabilité d'engager, ne serait-ce qu'en France, plusieurs dizaines de millions d'euros, et au niveau international, un niveau très conséquent de 74 millions d'euros. Si on rajoute le mécénat de compétences, je vous dis, on est à 100 millions d'euros mobilisés, et je pense qu'on peut être très fier de cela, et je pense qu'à cette hauteur-là, on transforme véritablement la société. Caroline Guillaumin, vous avez évolué depuis une bonne dizaine d'années dans le secteur de la banque. Vous étiez directrice des ressources humaines et directrice de la communication du groupe Société Générale. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que c'est une tradition dans le secteur financier d'aider, d'avoir un impact sur la société? Alors ça me fait un peu bizarre de parler de banque alors que je l'ai quittée, mais 12 ans, ça marque quand même. Et effectivement, je pense que j'ai envie de dire, il y a une tradition d'abord dans toutes les grandes entreprises quand même d'être autour de la philanthropie et du mécénat. Peut-être que le secteur bancaire a un axe un peu différenciant, parce qu'au-delà de ce dont parlait Isabelle, qui est évidemment tout ce qu'on fait en termes de mécénat d'entreprise, c'est-à-dire la capacité d'avoir une fondation Quand on est dans le secteur financier, on a la capacité à structurer en fait et d'accompagner finalement nos clients dans leur capacité à donner. Et ça, c'est ce que font les grandes banques privées, et c'est vrai que ça s'est développé depuis quelques années. Et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut absolument mettre l'accent. Encore une fois, le mécénat, il faut continuer à en faire, et on fait des actions absolument formidables. Mais je pense que le rôle d'une banque, le rôle du secteur financier, c'est finalement de pousser, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais en tout cas d'aider ces grands clients déjà à structurer, à réfléchir à comment ils peuvent donner de façon un peu plus structurée finalement, et c'est ce qu'elles font. Moi, j'aurais tendance à le dire, maintenant que j'ai peut-être quitté, pas assez. Je pense qu'il faut qu'on pousse un tout petit peu, parce que c'est vrai que, encore une fois, les grandes banques s'y sont mis, BNP évidemment, Société Générale, mais les très grandes banques le font. Mais il faut vraiment qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. Vanessa Holtz, chez Bank of America, vous pouvez nous dire déjà quelles sont les actions que vous réalisez? Un peu similairement à ce que Isabelle disait, nous, on est très, très centrés sur justement
la mobilité économique, la création d'emplois, la création d'entreprises. Donc c'est vraiment un secteur fort pour nous, et surtout dans les quartiers prioritaires et de la politique de la ville aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est aider les jeunes, mais pas seulement. Aussi, on est centré aussi sur les femmes. On soutient beaucoup d'associations dans le monde et beaucoup d'associations en France pour justement faciliter la création de l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et ça se dirige aussi vers tout ce qui est action philanthropique et action pour justement supporter tout ce qui est art, parce que c'est une chose qui est fondamentale pour nous. Notamment, on a supporté et aidé Notre-Dame et le fait de restaurer la marqueterie du cœur de la cathédrale et aussi certaines statues. Donc c'est axé sur l'aspect associatif vers les jeunes, vers les femmes pour cet accès à l'entrepreneuriat, et 2, sur l'art et la culture et la restauration de bâtiments. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On avait décidé, on s'est implanté, on a un long partenariat avec la France depuis plus de 70 ans, mais on a évidemment accru nos opérations depuis plus de 4 ans. Et on avait vraiment la volonté, et c'est une volonté importante, de redonner et de give back, parce que je vais utiliser un peu de franglais, dans les communautés sur lesquelles on s'implante. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, nous, on parlait de chiffres, quelques chiffres. Chez Bank of America, dans le monde, c'est plus de 360 millions de dollars qui sont sur des actions philanthropiques, et aussi presque 40 millions de dollars sur l'art et la culture pour aider et pour s'assurer que nous avons une place et que nous aidons effectivement toutes les communautés et les pays dans lesquels on s'établit. Donc ça, c'est les axes. Et les axes, encore une fois, c'est la mobilité économique, la transition écologique, extrêmement importante. Donc on finance des entrepreneurs et des associations, et cette agriculture. Mais comment vous faites pour choisir vraiment quelque chose de précis, une association en particulier, une action en particulier ? En fait, on a des comités, donc c'est vraiment un processus assez rigoureux où, sur les thèmes que je viens d'évoquer, on a plusieurs associations et on s'assure que ces associations ont des résultats, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que ça serve à quelque chose. Il y a des financements, il y a du mécénat financier, il y a des mécénats de compétences, mais ce qu'on veut voir, c'est les retours, c'est-à-dire comment cet argent est utilisé, est-ce qu'il va vraiment à des causes qui nous sont chères et qui sont chères justement aux communautés dans lesquelles on s'établit. On est une banque, donc les chiffres sont importants pour nous, pour savoir si vraiment le financement va là où on a envie que ça aille. On a toutes des statistiques pour s'assurer qu'il y a des financements, il y a des résultats. C'est-à-dire, par exemple, avec une des fondations où on est très proche, Mosaïque, on a reçu les jeunes et on s'est rendu compte que sur la plupart des jeunes, ils avaient trouvé un emploi suite à des formations, suite à des coachings qu'on avait mis en place. Et ça, c'est très important. Mesurer le succès, est-ce que le financement va au bon endroit et est-ce qu'on aide suffisamment au sein des entreprises. Personnellement, individuellement, nos employés s'investissent énormément aussi pour aider, pour coacher, ça peut être la réalisation de CV, des coachings en anglais, etc. Donc il y a un investissement financier et un investissement de compétences. Pour mesurer cet impact, vous vous tournez vers des personnes extérieures ou c'est vous qui faites tout en interne ? Non, on fait tout en interne. Bien sûr, il y a toutes les associations qui viennent chez nous et on leur demande effectivement des résultats, mais ils le font naturellement d'eux-mêmes. Ils ont compris que ça faisait partie du processus. Et c'est extrêmement enrichissant de savoir, bien au-delà du support financier, bien au-delà de tout ça, qu'on a réussi à aider à la création d'emplois. Et ça, c'est fondamental. Je pense que c'est certainement la partie la plus enrichissante et la plus gratifiante. Comment ça se structure aussi en interne, Isabelle, au sein de la Fondation BNP Paribas ? Sensiblement de la même manière, effectivement, on compte beaucoup sur l'engagement des collaborateurs. Et c'est vrai que c'est formidable de voir à quel point tout le monde a sa part, en fait. Et aujourd'hui, nous sommes face aussi à de nouveaux défis sur l'attractivité des talents. Et on voit bien que les jeunes embauchés, qu'ils soient chez Orange, chez Société Générale, BNP Paribas ou Bank of America, ils ont tous envie de redonner un petit peu plus de sens à leur travail. Et c'est vrai que cet engagement des collaborateurs, il faut essayer de le nourrir, peut-être le transformer. Mais je suis heureuse aussi d'entendre qu'il faut aller plus loin
Et je rappellerai peut-être quelques chiffres que donnait la Fondation Jean Jaurès récemment. Il y a à peu près 5 à 6 000 fondations en France. Il y en a 7 000 en Espagne. Il y en a un peu plus de 6 500 en Italie. Donc finalement, on voit bien que notre pays en Europe peut encore avoir des marges de manœuvre face à ces défis qu'on a cités, que ce soit les défis environnementaux, des nouveaux défis aussi peut-être démocratiques, par rapport à la progression de la haine en ligne, par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'autres défis qu'on pourrait imaginer aussi dans les 10 années dans le futur. Je pense qu'effectivement, on pourrait imaginer une mobilisation et d'autre part, peut-être une fédération de nos énergies. Je pense que nous sommes effectivement des fondations efficaces, mais c'est vrai qu'on ne se parle pas si souvent que ça. Grâce à vous, ça nous permet de nous retrouver. Et quand j'entends les montants aussi de philanthropie anglo-saxonne, américaine, je pense aussi qu'il y a peut-être un modèle à revoir dans ce fameux modèle français où on pense que l'État peut tout. On voit bien que les choses ont changé. Dernière chose, le montant de la philanthropie consacrée à la cause environnementale au niveau mondial, il est de 5%. Donc par rapport aux défis où on sait bien qu'il faudra non pas des millions mais des milliards pour arriver à cette transition environnementale et en tout cas pour régler ce problème de changement climatique notamment, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On va se tourner vers le musicien Arnaud Thorette. Comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs financiers? Quels sont les acteurs financiers avec lesquels vous travaillez et comment vous les avez identifiés? Tout d'abord, je suis à la fois musicien et en même temps chef d'entreprise. Je fais partie de ces musiciens qui ont compris il y a 20 ans maintenant que pour mener à bien des projets multiples culturels, il fallait monter sa propre structure, créer des emplois, aller chercher des financements là où ils se trouvent et travailler à la fois avec les partenaires publics, je pense à l'État, les régions, les départements et les communautés de communes, essentiellement, mais je l'ai compris très tôt, parce que jeune étudiant, j'ai été aidé par la Société Générale qui m'a donné des bourses pour aller étudier à l'étranger, puis la Fondation Orange. Donc il y a 25 ans déjà, ces deux fondations-là étaient parmi les plus importantes dans le secteur culturel. On ne peut actuellement plus mener de projets culturels qui s'épanouissent et qui peuvent avoir une certaine envergure et surtout une certaine pérennité sans associer des partenaires privés, des fondations, quelquefois aussi des personnes qui peuvent donner directement de l'argent et les partenaires publics. Donc toute la question pour un artiste et pour les projets que j'essaye de mener, notamment c'est actuellement un grand projet de plan choral dans les Hauts-de-France. Je viens de créer ces 15 derniers jours 10 chorales dans le Pas-de-Calais, par exemple, pour faire travailler 300 enfants à peu près. Je ne suis pas tout seul, évidemment, donc je crée l'emploi à Paris, mais je crée aussi des emplois dans les Hauts-de-France, dans les territoires dans lesquels on travaille. On ne peut plus mener ces projets-là sans associer les partenaires publics et privés. Ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à se connaître les uns les autres. Quand on a un projet en tête, si on va, le projet est déjà ficelé, abouti, si on va vous voir par exemple, pour vous dire voilà, on a ce projet-là qui est déjà ficelé, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose de bien. On peut faire des choses, mais on ne peut pas vraiment les construire à long terme. Donc il faut y aller très en amont et il faut pouvoir orienter ce projet avec les contraintes et les enjeux aussi de chacun. L'État, le ministère de la Culture, les DRAC dans les régions, ou la région des Hauts-de-France par exemple, que je connais bien, et la Fondation Orange ou BNP n'ont pas les mêmes axes, n'ont pas forcément... Alors on se retrouve tous sur une chose essentielle pour la culture, c'est que la culture est un bien commun, est un bien public. Ça n'est pas un bien commercial à mon sens. On ne génère pas d'argent directement, on génère évidemment du bien social. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais on participe à l'éducation des jeunes. Vous en parliez, c'est évidemment le sens de mon action. Et donc, il faut apprendre à se connaître, à travailler très en amont les uns avec les autres. Actuellement, l'État, la DRAC, donc la France, l'État, ce sont les derniers à s'engager sur les projets. Ce ne sont jamais les premiers, ce sont les derniers. Les premiers qui s'engagent, ce sont les fondations qui permettent, quand on a un budget où on doit trouver, pour ma part, il faut que je trouve pour l'année prochaine à peu près 100 000 euros. Ça ne paraît pas beaucoup, peut-être pour vous, mais pour un projet culturel, un plan choral, ça veut dire qu'on va pouvoir offrir 50 journées dans l'année ou 60 journées dans l'année, faire travailler des heures et des heures toute la journée des enfants. Donc ça touche beaucoup de monde. Si on veut réunir cet argent-là, il faut d'abord qu'on puisse réunir déjà nos propres fonds, aller chercher le soutien de fondations éventuelles et puis petit à petit aller
voir la région, le département. Et bien connaître du coup le maillage des acteurs financiers qui va réunir tout ça. Bien sûr, c'est très important. Et donc, il faut connaître, il faut apprendre à se connaître. Et il faut savoir que le monde culturel et les soutiens, c'est très volatile. D'une année sur l'autre, les axes d'une fondation, peut-être pas les grands axes, mais les projets peuvent être très différents. Les axes peuvent... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un projet qu'on a monté et au bout de 3 ans, on perd des soutiens institutionnels, des soutiens privés? Comment on arrive à rebondir et à remettre un petit peu d'énergie dans ce projet-là pour pas qu'il disparaisse? Ça, c'est la contrainte qu'on a, nous, en tant que... Enfin, je dis nous parce que je représente une centaine d'ensembles indépendants en France qui mènent le même genre de travail, mais ce sont nos contraintes. Caroline Guillemin, vous êtes directrice de la communication maintenant d'Orange. Est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour communiquer dans sa juste mesure sur les actions de mécénat d'une entreprise? Alors... j'ai envie de, si je peux me permettre, je voudrais quand même juste réagir sur ce qui a été dit. Et oui, je pense que ce qu'a dit Arnaud est très, très important. Et c'est peut-être une tendance de fond qu'ont les grandes entreprises, c'est que vous me parliez au début de finalement le secteur financier est un secteur qui a qui a une vraie tradition philanthropique. Oui, mais c'est une tradition à l'origine dans beaucoup d'entreprises qui était liée finalement aux dirigeants. C'était la volonté de certains dirigeants, et c'était très bien, de vouloir soutenir des grandes causes ou des grandes associations. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment changer de braquet. Et c'est ce qu'on a tous essayé de faire dans nos fondations. Mais ce qui est dit là est très, très important. On aide énormément souvent des très grandes associations, des très grands orchestres qui ont déjà énormément de fonds, il faut le dire. Et on est beaucoup moins enclin à aller aider des toutes petites structures ou les orchestres indépendants. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant le Covid. On a débloqué 2 millions d'euros avec la FEVIS pour aider ces orchestres. Et j'insiste là-dessus parce que la chose la plus simple à faire, c'est de se dire je vais aider l'Opéra de Paris, les grands orchestres. Et il faut les aider. Et c'est loin de moi l'idée de ne pas les aider. Mais il faut vraiment penser à tout ce maillage régional. Si on parle juste de la France, mais on a le même sujet un petit peu partout. Je réponds à votre question, je suis désolée, mais c'était important que je le dise. Je pense qu'en fait, ce qui est clair, et il ne faut pas se leurrer, quand on est à la tête d'un mécénat d'entreprise, oui, il y a évidemment une contrepartie, entre guillemets, même si le mécénat n'est pas censé avoir des contreparties, mais évidemment qu'on arrive à générer des fonds dans nos fondations, tout simplement parce qu'on sait que ça va avoir un impact soit sur l'image de notre groupe, soit en attractivité employeur, et ça aujourd'hui c'est dramatique. Je crois que le secteur financier est pas le plus facile non plus. On a tous des difficultés à faire venir les plus jeunes dans nos entreprises, et on sait bien qu'aujourd'hui la priorité numéro 1 pour ces jeunes, c'est de se dire quel est le sens que je vais faire à mon action. Et évidemment que je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, vous avez énormément de demandes pour venir travailler dans les fondations, pour venir travailler, évidemment, et c'est un des éléments qui est très structurant. Donc, nous, l'idée derrière, finalement, comment on fait le lien entre philanthropie, mécénat et puis la communication, c'est vraiment d'en faire un levier fort d'attractivité et un levier vraiment d'engagement des staffs. Les programmes qu'on a mis en place quand j'étais à la Société Générale, c'était des programmes où on mixait amateurs et professionnels. Et ça, pour le monde de la musique, ça a été quelque chose de très enrichissant, je pense, pour les musiciens qui ont fait partie de ces programmes. Et pour les salariés, c'est la même chose. Donc je pense que, en tout cas, quand on fait ces actions, on ne le fait pas pour avoir des retours sur investissement en termes sinon, on fait des partenariats, c'est complètement différent. Mais je pense que c'est vraiment de se dire, finalement, ça apporte quelque chose de fondamental. On parlait de give back, c'est évidemment cette notion anglo-saxonne qui est très présente dans le monde anglo-saxon. C'est vraiment cette impression qu'on doit absolument redonner. Et dans la situation actuelle que l'on vit, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement fort. En préparant cet échange, vous m'aviez dit qu'il ne faut pas isoler le mécénat. Est-ce que c'est ça ce que vous vouliez dire ? Oui, c'est de se dire, tu parlais tout à l'heure de la nécessité de se connaître. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les mécénats ont énormément changé dans les entreprises et on a tous à cœur, finalement, de créer quelque chose. Oui, un projet qui est complètement ficelé peut nous intéresser un petit peu moins qu'avant, où finalement on mettait juste un tampon, on donnait de l'argent et c'était bon. On a toute cette notion de mécénat de compétences qui est extraordinaire. On a des gens qui n'attendent que ça, de s'investir finalement pour aider des ensembles, pour aider des associations. Et je pense qu'il faut effectivement pas... C'est un peu cette vision qu'on a eue il y a
Il y a 20 ans, le patron aimait l'art, alors il y avait une collection d'art, ou alors voilà, il aimait tel orchestre, alors il fallait donner à cet orchestre. Désolée, on n'est plus dans ce monde-là. On doit non seulement ne pas l'isoler du monde extérieur, donc écouter et faire en sorte de mettre l'argent là où ça compte. Tu le disais, Isabelle. Je pense que l'impact aujourd'hui, quand on est dans une banque, on a la chance, et ça c'est aussi un des différenciants par rapport à d'autres industries, c'est que nous, on a tous les sujets de compliance qui sont, enfin nous, je ne suis plus. Désolée, hein, mais 12 ans quand même, ça marque. Mais on a ces sujets de conformité, de due diligence qu'on a dans toutes les fondations. Mais pour être très honnête, pour avoir fait évidemment le monde de la banque, c'est encore plus vrai. Et donc on a cette nécessité de vérifier où vont les fonds, où va chaque centime. Et ça, c'est une chance qu'on a. C'est pas toujours très fun à le vivre, mais c'est une chance. Et je pense que c'est aussi un différenciant. Donc on doit être capable de gérer cet impact. Où est-ce qu'on met l'argent et qu'est-ce que ça rapporte? Quel est le nombre d'enfants qui va être formé? Quel est le nombre de jeunes qui va s'en sortir? Et je pense que, et ça, comme le dit aussi mes deux collègues, franchement, c'est pas compétitif. On doit pouvoir travailler beaucoup plus ensemble, mettre notre énergie ensemble et faire en sorte d'avoir cet impact et finalement peut-être de changer les choses. Et justement, Isabelle, au sein de la Fondation, comment vous faites pour vraiment avoir cet impact? À l'heure où on parle de greenwashing, etc., comment vous faites pour vraiment avoir un retour concret? Je pense que c'est important aussi qu'une fondation soit reliée, pas forcément à la direction de la communication. Donc je vais être peut-être en désaccord avec ma voisine, mais c'est vrai que une fondation reliée à la direction de l'engagement et une direction de l'engagement placée au niveau du COMEX, donc comme un pilier stratégique, je pense que c'est aussi une garantie anti-greenwashing, de se dire on ne fait pas ça pour communiquer, on fait ça vraiment parce qu'on a une stratégie, on veut effectivement avoir un engagement très, très fort. Je pense qu'en plus, la loi fait que, on est aussi amené avec la loi Pacte, avec les nécessités de faire bouger la soutenabilité un peu partout dans le monde de l'entreprise. Voilà, on a aussi cette nécessité d'évoluer. Moi, j'aime bien aussi toujours me dire qu'on est dans le vent de l'histoire et qu'il y a, comme on l'a un petit peu dit, une nouvelle philanthropie. Quand on voit les nouveaux acteurs de la philanthropie, ce sont des gens qui ont créé des startups il y a quelques années. Et si je prends un exemple en Allemagne, Personio, ils ont carrément mis 60 millions d'euros sur la table uniquement dirigés vers le changement climatique. Donc vous voyez, les nouveaux acteurs de la philanthropie, ils mettent des sommes très importantes et ils sont aussi tournés vers des nouveaux enjeux. Il y a des mots qu'on utilise aujourd'hui qu'on n'utilisait pas il y a encore 10 ans. Et je l'ai un peu dit, on n'imaginait pas avoir besoin de se mobiliser pour sauvegarder le droit à l'avortement aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont manifestées ou des enjeux de démocratie, tout simplement. On ne pensait pas qu'il fallait faire cela. Mais c'est vrai que la philanthropie a énormément changé. Ce n'est plus seulement faire de la philanthropie de papa et aider l'Opéra de Paris. Et par rapport à ce que disait notre ami artiste, je suis très heureuse d'entendre qu'il se consacre effectivement au Pas-de-Calais parce que c'est très important. C'est de la musique et c'est aussi de l'engagement sociétal et c'est aussi une réussite économique. Et c'est aujourd'hui très, très important de voir à quel point la culture nous permet aussi de faire le lien entre tout ce qui nous ressemble, en fait. Ce ne sont pas nos divisions, mais c'est ce qui nous relie. Et c'est extrêmement important. Et je prends les paris. Je suis sûre que vous allez trouver vos 100 000 euros aujourd'hui avec tous les gens qui sont assis en face de nous. Ou au cours du déjeuner, il faut absolument, en tout cas, que vous fixiez ça comme objectif. Il faut les trouver, ces 100 000 euros. Ce n'est pas une si grande somme que ça. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Il faut vraiment se dire qu'on est dans le vent de l'histoire. Et il y a une conjonction de phénomènes depuis le Covid qui est très très important. Il y a vraiment des entreprises qui veulent agir, qui doivent agir. Ce sont des engagements de toute façon qui sont réglementaires. Une jeunesse qui veut agir. Si avec tout ça on ne parvient pas à le faire, et je pense que voilà, moi j'ai envie, je le redis, de donner ce message d'espoir aujourd'hui grâce à la philanthropie. Oui, je voulais compléter parce que vous disiez aussi Caroline, et ce que vous disiez Isabelle, le monde culturel évolue extrêmement vite, mais tout aussi vite que la société finalement. Il a même souvent précédé les évolutions de la société. Les formes de concert, pour ne parler que de la musique, ont complètement évolué, les festivals, les programmations, le public est touché, etc. Donc il faut suivre ça, il ne faut surtout pas vivre comme on vivait il y a encore 5 ou 6 ans. Le monde a changé. Et l'autre chose, c'est que c'est compliqué pour certains artistes, dont j'ai pu faire partie sans doute.
et j'en parlais avec Caroline juste tout à l'heure, de faire la différence entre le culturel et le divertissement, entre le mécénat et la communication. Finalement, on est sur des schémas qui sont... Et cette frontière-là, elle est absolument... elle n'existe plus. Il faut suivre cette évolution. Il ne faut pas surtout se poser en garant la culture, c'est comme ça, la culture, c'est l'Opéra de Paris, etc. Évidemment, je souscris à ce que vous dites aussi, qu'il faut aider évidemment les grands orchestres, les grands opéras, mais de plus en plus, la question va se poser aussi, au sein de notre fédération, on se la pose, pourquoi les grands orchestres sont énormément aidés par l'État et pourquoi la multitude d'ensembles indépendants qui génèrent beaucoup plus d'emplois ne le sont pas. Voilà. Et ça, il va falloir un jour que les mentalités évoluent. Elles sont en train de le faire. Mais je redis que ça a toujours été l'entreprise, mais remonter au temps de Mozart. Mozart n'aurait jamais pu créer sans le soutien de l'archevêque et du prince qui le soutenait. Jamais il aurait écrit une note de musique parce que tout simplement, il ne pouvait pas vivre. Donc, il essayait d'aller chercher, c'est comme Haydn, c'est pareil chez les Esterházy. S'il n'avait pas eu ces mécènes-là, qui en amont lui leur ont dit, voilà, nous on va pérenniser votre emploi, on va pérenniser votre création, jamais ces compositeurs n'auraient écrit une seule note de musique parce qu'ils n'auraient pas pu vivre, tout simplement. Et si ça peut vous rassurer, François Debiès, qui est aujourd'hui à la tête de l'Admicale, mais qui est un ancien financier, il dit que le mécénat de demain sera régional et local. Donc vous voyez, il y a tous les moyens d'espérer. Mais justement, j'allais parler de ce local où Bank of America souhaite avoir une action très locale. Cependant, c'est quand même une entreprise américaine. Comment vous faites dans le bureau français ? Dans le bureau français, en fait, on établit justement des partenariats avec des associations, avec comme je le disais tout à l'heure, avec des arts locaux. Et on fait en sorte justement de faire bénéficier non seulement nos associations, mais aussi nos employés, mais aussi nos clients, à toutes ces accès à l'art. Pour rejoindre votre point, je pense qu'effectivement, il y a des grands orchestres, etc., qui sont financés, mais on est très, pour nous, c'est extrêmement important aussi d'aller financer des associations qui financent des petits orchestres ou des petites entreprises pour mêler l'art, l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est des micro-entreprises, des micro-entrepreneuriats. Parce que ça, c'est ce qu'on pense être fondamental. Effectivement, c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir aider le plus grand nombre et aussi avoir ce modèle qui fait que c'est possible, qui fait que quelqu'un qui part avec très peu de moyens, très peu de support, mais qui a une idée, qui a une innovation, qui s'inscrit aussi dans les thèmes de la jeunesse qui veut entreprendre, donne un modèle, un rôle modèle comme quoi c'est possible grâce au financement de grandes entreprises. Et ça, c'est fondamental. On ne veut pas simplement aider ce qui est grand et ce sur quoi on peut communiquer. Et pour reprendre votre point entre la communication et le mécénat, moi je pense, peu importe en fait. Peu importe, le but, c'est d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire d'aider à la financier. Donc oui, il y a du marketing, oui, il y a l'image, c'est important, mais quelle importance ? Finalement, ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse accéder et qu'on puisse donner tout le soutien à la création d'entreprises ou au financement des arts, quel qu'il soit. Et nous, on le fait par le biais d'associations qui, elles, distribuent aussi aux individus, aux jeunes, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, voilà, localement, c'est, comme je disais, plusieurs associations, plusieurs aides à l'art, et on est aussi, grâce à nos employés, je sais que dans le monde, il y a à peu près 2 millions d'heures de volontariat sur Bank of America, donc c'est juste pour 2022, et de façon locale, c'est extrêmement important aussi. On a un retour, et vous le disiez tout à l'heure, on a un retour de nos employés qui disent « moi, je veux faire du volontariat, je veux participer parce que c'est ce qui se donne un sens en dehors de mes activités quotidiennes, c'est ce qui donne un sens. Et par ce moyen-là aussi, oui, on retient nos employés, oui, on leur montre qu'il y a autre chose que la finance et que la finance est au service de la société, est au service de tout l'art. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'on retient aussi nos employés. Donc, en local, c'est extrêmement important. Isabelle Giordano, c'est par les associations qu'on arrive à avoir un vrai impact ?
Ah oui, je pense qu'effectivement, le milieu associatif, de mémoire, il y a en France le plus grand nombre de bénévoles en Europe, 20 millions de bénévoles. Ça représente, je crois, 4-5 milliards d'euros. Voilà, et on sait que l'économie sociale et solidaire, c'est en tout cas 10-11% du PIB. Ça représente beaucoup d'emplois, c'est une force économique incroyable. Et le milieu associatif, là encore, il est en train de changer, il est en train de bouger. Avant, c'est vrai qu'il n'était pas forcément associé à ces mots que nous utilisons. On parle d'impact, d'efficacité. Désormais, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans des associations, donc qui donnent justement cette impulsion. Et il y a plein d'assauts qui ressemblent en fait à des startups, puisqu'on parle d'innovation sociale. Hier soir, j'étais à la Fondation La France s'engage, qui célébrait effectivement ces nouveaux lauréats. On voit que toutes ces nouvelles associations ressemblent effectivement à des petites PME même, d'une certaine manière. Et les grosses associations, elles existent aussi, dans la partie qui m'intéresse et qui nous intéresse chez BNP Paribas. Je pense notamment à toutes les associations de formation de la jeunesse. Je pense à Télémac, Article 1, Nos quartiers ont du talent. Elles fonctionnent comme des PME avec effectivement plus de 150 salariés et des objectifs de développement, des franchises. Enfin, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir comment le milieu associatif est en train de bouger. Je rebondissais juste sur ce que disait ma voisine. J'aime beaucoup cette idée de communication nouvelle, en fait. Vous nous avez posé cette question de comment on communique, mais là encore, on n'est plus dans la communication à l'ancienne, de dire « Oh, bah oui, chez BNP, on fait ci, Société Générale, Orange, regardez, ils ont mécéné tel artiste, etc. » On a envie de parler de l'intérêt général. On a aussi face à nous quand même une grande défiance, non seulement vis-à-vis des politiques, mais vis-à-vis des médias. Donc finalement, on se sent aussi un petit peu responsable de communiquer sur des causes qui nous concernent. De dire qu'effectivement, on peut aujourd'hui trouver un travail si on s'appelle Mohamed et pas Jean-Claude, même si c'est compliqué. On peut essayer de s'en sortir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que nos entreprises, celles que nous représentons aujourd'hui, ont envie aussi de communiquer sur d'autres messages qui sont peut-être plus de l'ordre du bien commun et de l'intérêt général plutôt que de leur propre entreprise. Je voulais juste réagir aussi sur quelque chose que je pense fondamental. On a dit qu'on choisit des thèmes, on choisit des causes et que parfois, à l'époque, c'était le dirigeant qui choisissait. C'est plus du tout comme ça maintenant. D'ailleurs, on donne la parole à nos employés individuellement. C'est-à-dire que, par exemple, on leur a dit « choisissez une cause, faites un don et nous, on matchera votre don. » C'est-à-dire que ça doit chaque employé individuellement. Voilà, chaque employé individuellement. Si vous faites le don à une association, que vous choisissez, on matchera ce don-là. C'est-à-dire qu'on leur donne aussi la parole, on donne le pouvoir aussi de choisir vers quelle association, vers quel centre d'intérêt, vers quel art, etc. Ils ont décidé de s'investir. Donc ça vient aussi dans les deux sens. Et donc ça crée un dynamisme et ça crée en fait un support et une plateforme assez importante qui va sur divers termes, divers sujets qu'on peut aider. Ça, je pense que c'est aussi très important. Et est-ce que chez Bank of America, vous qui êtes une entreprise américaine, vous avez un regard différent envers le mécénat, différent de peut-être un regard français ou européen ? Alors je pense que le mécénat, et la culture du don est extrêmement présente dans le système anglo-saxon et dans les entreprises américaines. C'est vraiment, ça fait partie de leur ADN. Donc il y a toujours eu cette culture de don, cette identité en fait de solidarité et de donner. Il y a aussi aux États-Unis, et j'apprends ça à personne, il y a le self-made man, c'est-à-dire celui qui se fait tout seul. Et il y a une grande admiration pour celui qu'on peut aider justement à venir avec très peu de moyens, très peu de support et qui réussit à créer et qui réussit à entreprendre. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont fondamentaux. Donc oui, il y a une culture extrêmement importante aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, de redonner. C'est vraiment ça, c'est donner à l'autre et surtout de donner et de s'engager sur le point de vue solidaritaire. Donc c'est vrai aux États-Unis, ça l'est de plus en plus ici et heureusement, et je pense qu'on continue à ça. Donc chez Bank of America, effectivement, on a cette culture. C'est pas une culture nouvelle, c'est fondamental et c'est quelque chose qui est parfaitement intégré dans toute notre stratégie. Je vois quand je déploie la stratégie de notre filiale européenne, tout ce qui est social, environnemental, tout ce qui est effectivement art et culture s'inscrit complètement dans la stratégie et fait partie de toute la stratégie autant que financière, autant
que d'autres critères de Bank of America. Donc oui, je pense qu'il y a une grande volonté sur ce plan-là. Dans l'aspect self-made, on entend derrière un peu une idée d'action individuelle, peut-être qui est moins présente en Europe. Caroline Guillaumin, est-ce que vous pouvez nous dire comment faire pour développer, stimuler une action plus individuelle en Europe ? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, je pense qu'on a une vraie différence de fond entre nos cultures françaises, par exemple, dans lesquelles on attend beaucoup de l'État. Et donc, les individus sont beaucoup moins investis, finalement, même si beaucoup donnent individuellement, évidemment. Mais quand on regarde les proportions aux États-Unis entre ce qui est donné par les dons individuels, alors, il faut faire attention aux statistiques parce que c'est beaucoup des très très grands donateurs individuels, très riches, qui donnent évidemment une partie, comme on l'a vu sur certaines personnalités. En France, c'est beaucoup moins développé. Moi, je le vois parce que je suis à la tête de la fondation de la Philharmonie de Paris. Et ce sont des organismes qui cherchent vraiment à développer justement le don individuel. Alors, on commence à le voir arriver. Mais je pense qu'il faut absolument, et là aussi, pour le coup, les banques privées, je le répète, ont un vrai rôle à jouer pour stimuler ce don individuel et faire en sorte que les gens finalement se mobilisent. Alors oui, les fondations ont un grand rôle à jouer, mais vraiment, je pense qu'il y aurait s'il y avait un vrai changement finalement de paradigme dans des pays comme la France, on pourrait effectivement, et là on reviendrait sur le local, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup d'individus qui décideraient de donner plus localement. Il faut juste pour ça changer un tout petit peu notre point de vue sur c'est quoi mon rôle individuel finalement, si je prends la culture, par rapport à quel est le rôle de l'État et qu'est-ce qu'il doit faire. Et je pense que si on arrivait à rebalancer un tout petit peu en ayant tous individuellement cette vision qui est qu'on peut contribuer et qu'on doit contribuer, et ça commence à l'école. Aux États-Unis, cette notion de give back, elle est inclue dans l'éducation des plus jeunes, et c'est ce qui est dit dans les écoles. En France ou dans nos pays latins, c'est pas le cas. Alors, encore une fois, ça dépend des cultures. Il y a plein de gens qui ont ça en tête. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que ça pourrait changer fondamentalement, finalement, la capacité à des acteurs locaux de trouver des financements autres, encore une fois, que la région, le département, et avec, de toute manière, des financements qui vont diminuer et qui vont continuer à diminuer de façon drastique, en particulier pour la culture. Arnaud, vous voulez réagir ? Oui, c'est exactement ça. L'essentiel de mon métier, de mon temps, c'est d'aller trouver des partenaires, des nouveaux acteurs, des financements. Je fais 100 concerts dans l'année par an, un peu partout en Europe. Je vous garantis que les 2/3 de mon temps sont consacrés pas à faire de la musique, mais à organiser, à réunir, à convaincre. C'est peut-être normal, dans tous les métiers, c'est finalement aussi ça. Mais il faut, en effet, je souscris à ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, le mécénat pourrait se développer bien encore, beaucoup plus. Évidemment, on compte comme si c'était quelque chose d'acquis sur les grands groupes que vous représentez, qui sont là depuis 10, 30, 40, 50 ans. Mais pour ma part, c'est vrai que le mécénat individuel, ça fait maintenant 10 ou 15 ans qu'on a une fondation qu'on a créée avec quelques personnes et qui récolte de l'argent défiscalisé de personnes individuelles. Ce ne sont pas des grosses sommes, c'est 150 000 euros qui sont trouvés chaque année. Il n'empêche, ça débloque une quantité colossale de projets. À titre d'exemple, si vous êtes un artiste que vous souhaitez faire un disque, vous êtes au courant que depuis maintenant 20 ans, l'industrie du disque, en fait, à une époque, quand j'ai commencé à enregistrer mes premiers disques, on faisait une colonne dépenses, une colonne recettes. La colonne recettes, elle n'existe plus. Donc, il faut pouvoir les financer. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que l'État français finance 40% des dépenses pour les disques. L'autre partie, si vous êtes un artiste qui vendait pas vraiment de disques, je ne parle pas de Gauthier Capuçon, par exemple, ces disques sont rentabilisés, mais 99% de tous les autres artistes, les disques ne sont pas rentables. Sans fondation ou sans mécénat privé, et c'est par exemple mon cas, on ne peut pas arriver à les faire. Donc c'est vrai que c'est fondamental. Je pense que chacun d'entre vous ici pourrait avoir vent d'une fondation ou d'une autre, qui sont des plus petites fondations. Je pense encore pour le citer, mais ce qui fait, je trouve ça formidable, la fondation Gauthier Capuçon, qui a été créée il y a quelques mois, ou peut-être un an, je ne sais pas, fait un travail extraordinaire. Il récolte de l'argent de donateurs ou d'entreprises pour aider des quantités de jeunes à se produire, à faire leurs premières armes dans des très belles salles et des très beaux festivals français. Donc
le mécénat, c'est une affaire de tous et de toutes, de tout le monde. Ce n'est pas simplement les grands groupes. Vous qui travaillez avec des acteurs publics et privés, quelle différence d'approche voyez-vous ? Il y en a une fondamentale, c'est qu'avoir un rendez-vous avec une entreprise privée, ça prend 5 minutes. Avoir rendez-vous avec le DRAC de la région Hauts-de-France, ça peut prendre plusieurs semaines, et généralement, c'est le DRAC adjoint qui va vous recevoir. Voilà, donc ça, c'est déjà un bon exemple. Je ne parle pas des départements, et je parle les départements, si un jour vous arrivez à les voir régulièrement, faites-moi signe, c'est plus compliqué. Après, tout le monde œuvre pour le bien commun. Tout le monde a des outils, vous en parliez tout à l'heure, des outils d'évaluation. Ils sont plus ou moins poussés. Et c'est une charge très importante pour les entreprises comme la mienne, c'est de pouvoir développer ses propres outils aussi d'évaluation, de pouvoir avoir des chiffres tangibles sur le nombre d'heures, à quoi sert, parce que c'est bien gentil, comme je vous disais, de monter 10 chorales, là ce que j'ai fait ces dernières semaines, mais quoi leur faire faire, à quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est des outils qu'il faut développer au fur et à mesure on apprend, parce que évidemment, l'action culturelle, il n'y a pas un projet d'un musicien classique qui se fait sans action culturelle, ça n'existe plus. Donc maintenant, on a développé nous-mêmes nous-mêmes, nous s'associe tous parce que tout le monde est acteur de ça. Voilà, donc il faut pouvoir aussi s'évaluer en permanence pour pouvoir donner des chiffres à la région, à la DRAC, enfin à tous nos partenaires institutionnels et aussi aux fondations. Et dans quelle mesure est-ce que vous allez créer une œuvre en fonction de la demande du mécénat ou en fonction des mécènes ? Écoutez, ça se fait, en fait, c'est un logiciel qu'on a tous développé, mais musiciens, tout comme responsables de fondation. En fait, on a dans notre tête un grand éventail de projets culturels et un grand éventail de financement. Et si on est un tout petit peu futé ou qu'on a un peu roulé notre bosse, on sait naviguer et on sait que il faut avoir une envie forte, ce qui est mon envie, il faut avoir la capacité d'aller convaincre et chercher des partenaires. Mais si vous incluez pas les partenaires et vous les rassemblez pas dans votre projet, ça peut pas marcher. Donc en fait, le projet, il évolue. Moi, je suis directeur d'un ensemble musical qui regroupe des musiciens très talentueux. Si je vais leur imposer une manière de faire, personne ne restera. Si je me débrouille pour que tout le monde puisse rentrer et s'aider les uns les autres et rentrer dans un projet commun pour pouvoir le faire évoluer. Moi, je travaille avec des musiciens qui sont à mes côtés depuis 15 ou 20 ans et ils sont très heureux. Donc, il faut faire en sorte que le projet, tout le monde puisse se l'appartenir. Mais c'est, je pense, le rôle aussi des fondations. On fonctionne de la même manière. Simplement, on est quelque part d'un côté de la rivière et de l'autre côté, et vous disiez aussi tout à l'heure, la culture fait partie de tout le monde depuis notre plus jeune âge. Il n'y a pas d'un côté les dirigeants d'entreprise, les banques, et de l'autre côté la culture, ça n'existe pas. Vous parlez d'égalité des chances, mais c'est la même chose. Enfin, on ne peut pas développer un chiffre d'affaires et une activité bancaire si on n'a pas conscience du bien commun et des préoccupations des plus faibles. Enfin, je pense qu'on vit tous dans le même monde. Oui, parce que l'autre versant de la question, c'est à quel point une fondation doit aider les artistes à prendre des risques. Je voulais juste redire à quel point c'était important, et je pense qu'on le fait tous, mais c'est important d'apprendre à se connaître. Et en fait, le travail qu'on fait en commun entre des fondations et puis, par exemple, des artistes, on prend ça, mais ça peut être des associations caritatives, c'est que chacun reconnaisse le rôle de l'autre et soit capable de... Et quand on est dans le secteur bancaire, moi je l'ai vécu pendant 12 ans, quelquefois il y a un problème de fierté d'appartenance au secteur. C'est-à-dire que quand on vous dit vous êtes banquier, alors tout de suite les affaires et autres. Et en fait, moi je l'ai appris pendant mes 12 ans en travaillant avec des musiciens, où à la fin, les musiciens étaient fiers d'avoir des amis banquiers. Et ça, c'était un vrai plus, parce que eux ont appris ce qu'était le rôle des banques et pourquoi c'était un rôle important dans la société. Et nous, voilà, on était banquiers et on apprenait finalement quelle était la vie des musiciens et comment on pouvait les aider. Et je pense que ça, c'est effectivement très important. Je ne me souviens plus de votre question. C'était le versant de la première question, c'est est-ce que les fondations, leur rôle, c'est aussi de permettre justement à la culture, aux artistes de prendre des risques? Oui, je crois que ça, enfin moi je le vois dans la Fondation Orange, en fait, tu en parlais tout à l'heure, souvent on va chercher les artistes quand ils sont vraiment au démarrage. Ouais. Et donc la Fondation prend des risques parce que finalement...
ça ne va pas devenir forcément un grand artiste, mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose et on peut impulser. Et nous, notre rôle, il est évidemment de mettre aussi les artistes ou les associations dans des rôles peut-être auxquels ils n'ont pas pensé. Vous parliez tout à l'heure de quel type de projet on nous propose. Et je pense qu'en fait, c'est très collaboratif. C'est comment est-ce qu'on arrive à inventer, tu en parlais Isabelle très justement, l'innovation sociale. C'est ce que doit faire le nouveau mécénat, c'est ça. C'est on va aller défricher, soit des artistes, des formes artistiques différentes, de la création artistique, mais on va aussi essayer de trouver des nouveaux moyens finalement. On va inventer des systèmes qui vont permettre évidemment à des jeunes de trouver un boulot, à des projets d'émerger. Et je pense que ça, si on ne prend pas des risques tous, à la fois les artistes de leur côté et nous en tant que fondation, je redis, on est dans le mécénat d'il y a 20 ans qui pour moi n'a plus vraiment d'intérêt. Le mécénat d'aujourd'hui, en fait, c'est un incubateur. On est des repéreurs, des défricheurs, et on est vraiment là, effectivement, pour accompagner et faire grandir. C'est vrai que c'est une fierté. Chez BNP Paribas aussi, on a quelques artistes qu'on a vus inconnus, et au bout de quelques années, devenir extrêmement célèbres, comme Angelin Prège-Lecage, par exemple, dans le domaine de la danse contemporaine. Il y en a d'autres. On a beaucoup parlé d'artistes. Je voudrais dire un tout petit mot, parce que c'est aussi important dans l'actualité. Je voudrais dire que la recherche, le monde de la recherche publique a besoin de l'argent privé. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Je suis face à des chercheurs, pas seulement ceux qui ont galéré au moment du Covid, mais qui avaient vraiment besoin de l'argent du secteur privé. Donc, tous ensemble, aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience de la nécessité de ces alliances entre le privé, le public, les ONG, les associations. Il faut qu'on s'entraide plus. Il faut qu'on soit dans des logiques de coalition pour être à la mesure des enjeux contemporains. Et vraiment, je suis très fière d'entendre qu'effectivement, vous ayez pu être aidés, que vous allez continuer d'être aidés. Mais c'est à la fois, effectivement, une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut pas imaginer un monde sans mécénat. Et c'est même aussi une manière de penser le monde, de se dire qu'il y a aussi l'acte gratuit, l'acte non marchand. Ça fait bizarre de le dire ici, dans cette assemblée, mais il faut aussi penser à ça. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est le mentorat. C'est vraiment... on se dit que si chaque Français donnait 1 heure par mois à quelqu'un d'autre, gratuitement, bénévolement, le monde irait beaucoup mieux, la société serait transformée. Je suis très fière, moi, d'appartenir à une banque BNP Paribas où il y a le plus grand nombre de mentors. Il y a 1000 mentors, et effectivement, avec plein d'associations, tout le monde se dit, 1 fois par mois ou 2 fois par mois, je vais aller aider un jeune dans un quartier en difficulté. Le mentorat, c'est vraiment une force incroyable et on les a vus aussi, le collectif mentorat, ils ont fonctionné avec l'argent de l'État, ils ont fonctionné avec plein d'entreprises, ils ont démarré à 8, aujourd'hui ils sont 80, on est passé de 50 000 à plus de 200 000 mentors en France en 2 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment une sève incroyable en France. Et là encore, on a besoin de vous, je m'adresse à l'audience, on a la chance d'avoir des financiers. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez transformer la société et on a besoin justement de donner encore une meilleure impulsion à la philanthropie française. Je vais juste terminer parce que je sais qu'on est out of time, mais moi je pense que ce qui est fondamental, c'est de donner les moyens d'oser, donner les moyens d'entreprendre et donner cette petite impulsion qui fait que tout d'un coup, on se sent capable et on se sent la volonté de faire les choses. Et c'est ça, à mon avis, qui est extrêmement important et ce que nous, on peut faire dans le monde de l'entreprise et de supporter toutes ces fondations et ces associations. Eh bien, on va terminer sur ces très belles paroles. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir pris la parole. Merci à vous.